Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire, la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire a été adoptée ce mardi à l'Assemblée nationale. C'était à la faveur d'une séance plénière. Et puis des migrants guinéens en provenance du Niger ont regagné Conakry ce lundi et sont confinés au CTE Jean-Paul II pour 14 jours. Pour finir, nous irons à la rencontre de Diétene Djabaté, jeune artiste en herbe qui défend la cause des enfants à travers sa musique. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ce journal s'ouvre par ce décret. Décret D 2020-113 PRG SGG portant mise en place d'une procédure d'exportation de l'or issu de l'exploitation industrielle et semi-industrielle. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, dans le cadre du traitement des dossiers d'exportation de l'or, il est mis en place au niveau du Bureau national d'expertise de diamants, de l'or et autres matières précieuses, BNE, une procédure d'exportation de l'or issue de l'exploitation industrielle et semi-industrielle. Article 2, cette procédure définit les modalités d'exportation de l'or par les sociétés industrielles et semi-industrielles. Article 3, toute société désirant exporter de l'or adresse une lettre au BNE pour la réception du colis d'or en vue de son évaluation avant exportation. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, notamment le décret numéro 046 PRG CNDD 2008, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 16 juin 2020, professeur Alpha Condé. Plus d'1 million de masques supplémentaires pour les Guinéens. Le professeur Alpha Condé encourage le respect des gestes barrières contre le coronavirus. Hier, dans son adresse à la nation, le chef de l'État a fait des annonces fortes. Aboubakar Kamara. Guinéens, chers compatriotes, bonsoir. Cette prise de parole publique était attendue. Toute la Guinée a retenu son souffle pour entendre la décision présidentielle. Plus de 2 mois après avoir décrété l'état d'urgence pour freiner la propagation du coronavirus, le président joue la carte de la prudence. Pour gagner le combat de la survie, il évite de prendre des risques de relâchement et appelle le peuple à persévérer dans l'endurance. Chers concitoyens, je mesure l'impact de ces contraintes sur vos vies au quotidien, mais elles sont indispensables pour éduquer cette maladie qui paralyse notre économie et endeuille des familles à travers le monde. L'expérience récente de certains pays dans la lutte contre cette pandémie nous a enseigné que tout relâchement dans l'observation des mesures visant à contenir la maladie constitue un risque de nouvelle contamination. Nous ne commettrons pas ces erreurs après tant de sacrifices. C'est pourquoi j'appelle toutes les Guinéennes et tous les Guinéens à continuer de respecter rigoureusement les mesures édictées. C'est notre lutte commune et nécessite l'implication totale et constante de tous. Les statistiques sorties chaque soir de 9 sites de prise en charge des patients du coronavirus dans le pays ne sont plus affolantes. Le taux de guérison frôle les 71%. Le chef de l'État trouve cependant la situation encore fragile. Il maintient le port obligatoire des masques, repousse pour la 2e fois l'heure de couvre-feu d'1 heure et prend des précautions pour l'ouverture des lieux de culte et des écoles. Le couvre-feu allégé est désormais en vigueur de 23h à 4h du matin pour la zone du Grand Conakry, Koya, de Breka et Conakry. Il reste entièrement levé à l'intérieur du pays. Fermeture des marchés à partir de 18h pour le Grand Conakry. Le port de masque reste obligatoire. Les dispositions initialement prévues contre les contrevenants restent également en vigueur. Les classes d'examen de l'enseignement primaire et secondaire ainsi que les universités seront rouvertes à partir du lundi 29 juin 2020. Cette reprise des cours sera subordonnée à la présentation par les ministres concernés d'un plan détaillé portant sur les mesures suivantes. Respect de la distanciation sociale au sein des établissements, la prise systématique de température à l'entrée et à la sortie,
le lavage systématique des mains à l'entrée et à la sortie des établissements, le port obligatoire des masques, y compris par les enseignants, un programme ordonné de rentrée des classes, la réouverture à partir du 22 juin des lieux de culte exclusivement dans les préfectures qui n'ont pas enregistré de cas de Covid-19 pendant une période d'au moins 30 jours. Cette réouverture sera subordonnée à la présentation par le ministère des Affaires religieuses du gouvernement des mesures appropriées de prévention sanitaire. Toutes les autres dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire demeurent en vigueur. Ces mesures d'assouplissement de l'état d'urgence seront soutenues sur le plan social. Professeur Alpha Condé tient particulièrement à renforcer la capacité de résilience du secteur privé par l'appui public. Le secteur privé se trouve très impacté par les effets de la Covid-19. Afin d'atténuer davantage le choc induit par le ralentissement des activités économiques, j'ai décidé la mise en place d'un fonds de garantie, des prêts et d'un fonds d'appui aux grands groupements et petites et moyennes entreprises PME de notre pays. Les décrets relatifs à ces soutiens ont été signés il y a 10 jours et les départements concernés s'emploient à leur application. J'ai également instruit le gouvernement d'octroyer à certaines catégories sociales fortement impactées des subventions et des aides publiques et de concentrer des facilités et des exonérations fiscales de manière à réduire de manière significative l'effet de la pandémie sur leur activité économique et leur pouvoir d'achat. Même s'il ne veut pas céder à l'optimisme BA, le président de la République entrevoit la sortie rapide de la Guinée de la crise. Il veille à la reprise durable des activités économiques et de la croissance. Dans son adresse de 9 minutes à la nation, le président a renouvelé sa foi en la capacité du pays à s'extirper de l'épreuve sanitaire et se consacrer à son développement. Toutes les forces politiques et sociales du pays sont invitées à ce combat des combats. Mais voilà, vous l'avez compris, 30 jours supplémentaires pour lutter contre la pandémie à Covid-19 en Guinée. La loi qui autorise la prolongation de l'état d'urgence sanitaire a été adoptée ce mardi à l'Assemblée nationale. C'était à la faveur d'une séance plénière. Suivez le compte-rendu de François Lama. C'est une séance plénière qui fait suite à l'adresse à la nation du chef de l'État relative à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour 30 jours dans le pays. Devant la problématique de la gestion de la pandémie, l'Assemblée nationale a voté la loi qui autorise la prolongation de l'état d'urgence. L'état d'urgence sanitaire pour une nouvelle période d'1 mois à compter de mardi 16 juin 2020 sur l'ensemble du territoire national. La présente loi qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation sera enregistrée, publiée au journal officiel de la République. Après avoir adopté à l'unanimité cette loi, nombreux députés ont réagi. Nous considérons que l'épidémie est encore là, le virus circule encore, donc il faudra, pour endiguer cette pandémie, il faudra que tout le monde s'y mette. La Guinée est en train de faire un bon record. Il faut voir entre 4000 et quelques cas. Vous voyez, aujourd'hui, on est jusqu'à 3000 et quelques, ce qui veut dire le temps est en train d'aller petit à petit. Donc, il vaut mieux d'aller encore 1 mois de plus. Il y a des États qui sont partis vers le déconfinement, mais qui se sont retrouvés avec beaucoup de malades. Donc, aujourd'hui, il faut bien que le gouvernement guinéen, toutes les composantes de la nation mesurent l'ampleur de cette maladie, c'est important. Donc on a pensé qu'il était nécessaire de voter. L'adoption du dernier chronogramme de la session ordinaire de l'Assemblée nationale qui couvre l'examen et l'adoption de 5 textes de loi organique a mis fin à la plénière de ce mardi. Je vous le disais dans les titres, des migrants guinéens en provenance du Niger ont regagné Conakry ce lundi. Ces compatriotes qui ont passé plusieurs années sur le chemin de l'Europe seront confinés pendant 14 jours au CTE de Jean-Paul II. Ce retour au bercail a été facilité par l'OIM Guinée avec un financement de l'Union européenne. Taban Silla et Aboubakar Sidiki Souma pour en savoir davantage. Sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia, des compatriotes guinéens regagnent le pays. Après plusieurs années passées sur le chemin de l'Europe, ces migrants retournés reviennent de Niamey au Niger. C'est un comeback facilité par l'OIM Guinée avec un financement de l'Union européenne. La Guinée étant un État membre au sein de l'OIM, donc nous ne pouvons que accompagner et le gouvernement guinéen sur ses priorités par rapport aux déplacés, à ses ressortissants qui sont un peu partout dans le monde aussi. Et pendant cette crise sanitaire, surtout ce qui les vulnérabilise encore plus, assister le gouvernement à rapatrier de façon volontaire
mais aussi de façon digne tous ces migrants qui ont demandé à rentrer chez eux. Parce qu'ils sont en train aussi de souffrir de l'autre côté, parce que dans tous les pays aujourd'hui, on sait que les problèmes liés à cette crise Covid-19 impactent sur tout le monde. Covid-19 oblige. Ces 44 migrants guinéens, dès leur descente d'avion, ont été soumis à un test de dépistage obligatoire. Pendant 14 jours, ils seront suivis dans ce centre de traitement de Jean-Paul II de Taouya, entièrement aménagé par l'OIM sous une protection de la police des frontières. Ils seront gardés, ils seront nourris par l'État guinéen, ils seront gardés. Après, il y aura encore une autre test pour savoir que franchement, ils ne souffrent de rien. Quand cela sera fait, après, ils vont partir, chacun va rejoindre le deuxième. En plus de ce rapatriement, l'OIM promet d'accompagner ces migrants guinéens. L'institution entend faciliter leur réinsertion sociale à travers des activités génératrices de revenus. Un acte qui rassure le gouvernement guinéen à travers le ministère des Affaires étrangères. Compte tenu du contexte actuel de crise sanitaire, je voudrais vous exhorter, vous qui revenez en Guinée, de vous exhorter donc à vous conformer scrupuleusement aux mesures sanitaires en vigueur dans le cadre de votre prise en charge pendant la période de confinement de 14 jours. Toutes les dispositions ont été prises pour faciliter votre séjour dans le centre d'accueil. D'autres compatriotes guinéens attendent également au Niger et dans plusieurs autres pays. Le gouvernement guinéen et ses partenaires s'activent quotidiennement pour leur retour au pays. Comment trouver des solutions adéquates contre les attaques répétées sur des navires dans la zone de mouillage? Eh bien, cette question était au centre d'une rencontre entre les cadres de la préfecture maritime et les compagnies évoluant dans le secteur. Nous vous invitons à suivre ce reportage du lieutenant Fodé Bangora, notre correspondant de la presse militaire. La zone économique guinéenne est un espace riche en ressources liées à l'économie maritime. Ces derniers temps, elle a subi des actes de brigandage répétés sur des navires pouvant fragiliser l'économie maritime du pays. Face à la recrudescence de ces types d'actes sur les navires près et dans la zone de mouillage de Conakry, les acteurs de la sécurité maritime se sont retrouvés afin de trouver les solutions adéquates. Aujourd'hui, la gendarmerie maritime, supervisée par la préfecture maritime, est disposée à nous accompagner, à mettre en place des mesures d'accompagnement pour que nos navires qui viennent en Guinée se sentent en sécurité. Dans l'optique de faire réagir les acteurs de la mer pour stopper ces attaques, le préfet maritime demande l'implication des différentes compagnies maritimes évoluant sur le territoire guinéen. Cette rencontre avait pour but d'examiner en collaboration avec les différentes sociétés maritimes la situation des attaques d'actes de brigandage qui se passent actuellement dans la zone de mouillage du port de Conakry. La préfecture a un rôle de coordination dans cette action de l'État en mer. C'est sur le label de ces sociétés que ces navires viennent. Donc elles sont soucieuses de la sécurité de leurs navires. Donc nous avons demandé leur implication aussi afin de travailler en synergie avec eux, que ce fléau s'arrête. En attendant les conclusions sur les recommandations de cette rencontre, la gendarmerie maritime, appuyée par l'armée de mer au besoin, assurera la sécurité des navires en place dans sa zone de compétence. Et disons que depuis quelques jours, des engins explosifs abandonnés dans la nature causent des dégâts pour la sécurité des citoyens. Ces armes seront soigneusement gardées, rassurent les forces de sécurité. Commandant Morikaba. Les Guinéens se posent des questions avec la série d'engins explosifs à Conakry dans certaines villes de l'intérieur du pays. En l'espace de seulement 6 mois, il y a eu 4 explosions qui ont causé la mort de 7 personnes et blessé 8 autres. Une situation qui aujourd'hui crée la psychose chez bon nombre de Guinéens qui s'interrogent sur l'origine et le pourquoi de ces explosions. Au ministère en charge de la sécurité, on dresse le bilan. Au total, il y a eu 4 cas. D'abord, en février le 14 février précisément 2020, c'était à Sonfonia, dans le secteur Casse. C'était lors d'une manifestation. Il y a eu un enfant qui allait dans les poubelles ramasser un compresseur. Ce compresseur, il voulait en tirer des fils, il l'a mis au feu. Et très malheureusement, ce compresseur a explosé et il a trouvé la mort.
Le deuxième cas s'était produit le 31 mai à Yataya Fossidé également, sur la T6. Là également, c'est un groupe d'enfants qui est allé dans le dépotoir. Ils ont pris un engin explosif. Et malheureusement, et avec la mauvaise manipulation, l'engin s'est explosé. Et très heureusement, il n'y a pas eu de mort sur ce cas, mais il y a eu 7 cas de blessés qui ont été enregistrés. Tous des enfants de 7 à 13 ans. Le 13e cas a été enregistré le dimanche 7 juin au quartier Perekou, secteur Djonkong, dans la commune urbaine de Labé. Et là aussi, non loin de l'une unité militaire, les enfants sont allés ramasser un engin explosif que nous n'appelons pas d'abord grenade parce que ce sont les investigations qui vont révéler qu'effectivement que c'est une grenade et tel type de grenade aussi va être connu. Donc malheureusement, ça s'est explosé et sur le coup, il y a eu 4 cas de morts enregistrés au niveau des enfants qui ont ramassé cet engin. Et plus tard et récemment, c'était à Beila, que vous avez suivi d'ailleurs, c'était samedi passé le 13 juin 2020. Et un adolescent de 8 ans a ramassé un engin explosif dans une école primaire. Il a transporté cet engin jusqu'au niveau de la maison. Et son père, voulant savoir ce que c'est, malheureusement a appuyé sur le mauvais bouton et l'engin s'est explosé. Et sur le coup, le père a trouvé la mort. Il y a eu 7 cas de blessés, parmi lesquels il y avait un bébé. Malheureusement, le bébé est transporté à l'hôpital. Lui aussi, il a succombé de cette blessure. Les derniers cas en date sont observés à l'intérieur du pays, notamment à Labé et à Beila. Si pour le cas de Beila, rien n'a filtré d'abord, dans la cité de Karamoko Alpha Labé, les enquêtes sont parties vite et un présumé coupable est désigné. Dans le cadre des enquêtes, les officiers de police judiciaire ont procédé à un métrage et ont conclu que le secteur où l'explosion de la grenade a eu lieu est situé à 5 km du camp El Hadj Oumar Tall, à 2 km de la base aérienne et à 1 km du centre d'instruction communément appelé 4e compagnie. Les officiers de police judiciaire ont découvert à la présence constante du capitaine Hassimi Diallo, militaire retraité, et des 2 responsables locaux, c'est-à-dire le chef de secteur de Djonga et le président du conseil de quartier de Poreko, 3 grenades offensives et une tenue de camouflage qui étaient emballées et gardées dans les toilettes externes de son domicile. Suite de quoi, il a été conduit à la brigade de recherche, interrogé et déféré au parquet d'instance de l'Abbé le 11 juin 2020 aux environs de 16 heures. En attendant l'aboutissement de toutes les enquêtes, des dispositions sont prises par la hiérarchie militaire pour une gestion correcte et efficiente des armes collectives afin de préserver la sécurité des citoyens guinéens. Et puis la Guinée, à l'instar des autres pays de l'Afrique, commémore ce 16 juin la Journée internationale de l'enfant africain. Cette date a vu tomber plusieurs enfants sud-africains réclamant leur droit d'accès à l'école. Cette année, l'Union africaine a placé la commémoration sous le signe d'accès des mineurs à la justice. Mohamed De Camara. 44 ans après le massacre des enfants de Soweto, les souvenirs sont encore présents dans les esprits. En mémoire aux enfants tombés en Afrique du Sud, l'Union africaine et les États membres mènent des activités visant à l'amélioration des conditions de vie des enfants sur le continent. L'accès à une justice adaptée aux enfants est le thème retenu cette année. En raison de l'urgence sanitaire liée au coronavirus, le Comité africain d'experts sur les droits de l'enfant, à travers une visioconférence, partage le bilan des pays membres en matière de la justice des mineurs. Nous avons partagé notre expérience en matière de réforme institutionnelle, que ce soit d'ordre juridique, que ce soit d'ordre administratif. Chaque pays vient pour parler de son expérience, de valoriser ses bonnes pratiques en matière d'accès à la justice pour enfants. Ça nous permet également d'avoir des recommandations harmonisées qui puissent nous permettre d'aller dans la bonne direction en faveur des enfants, en faveur du respect de leurs droits et surtout du respect de la Charte africaine des droits de l'enfant et du bien-être dont nous célébrons aujourd'hui les 30 ans de mise en œuvre.
Aujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernement et de ses partenaires, plusieurs réformes ont été menées dans le cadre de la justice des enfants en conflit avec la loi. Nous travaillons déjà avec le gouvernement de la Guinée, essentiellement dans 4 domaines. Le premier domaine sur lequel on travaille déjà, c'est l'amélioration du cadre légal et réglementaire. Nous allons continuer à travailler sur ce renforcement de capacité. On travaillera aussi, on continuera à travailler sur la coordination. Ça c'est très important dans le domaine de la justice pour enfants. En ce qui concerne la réponse au Covid, nous avons déjà eu beaucoup de collaboration et de travail avec l'action sociale, avec la justice. Il y a eu beaucoup de résultats, surtout la libération des enfants qui étaient en conflit avec la loi et leur prise en charge. Je peux vous garantir que sur le plan juridique, tout le dispositif est en place. En commençant par la Constitution qui pose le principe que l'État a l'obligation de protéger l'enfant, que les lois qui ont suivi, je veux parler du code pénal, du code de procédure pénale, du code de l'enfant et du code civil, qui prennent tous en compte le sort de l'enfant qui a affaire à la justice. Et cela vous rendrez compte quand vous irez dans le commissariat ou les brigades de gendarmerie, l'enfant en conflit avec la loi qui est déféré dans un poste de police ou de gendarmerie est traité autrement. La Guinée, respectueuse des engagements de l'Union africaine en matière de respect des droits des enfants, a déjà mené des médiations pour la libération de plusieurs enfants en conflit avec la loi. Troisième grand titre de ce journal, l'art c'est aussi l'autre façon de s'exprimer. C'est le cas de Guétenen Diabaté, jeune artiste en herbe. À travers la musique, elle dénonce les difficultés rencontrées par les enfants. Dans ses textes, des thématiques comme la mendicité et la non-scolarisation des enfants sont souvent mises en avant. Alphaïsia Gaba est allée à sa rencontre. Suivez. Elle s'appelle Guétenen Diabaté, Dédé la Benjamin pour les intimes. Elle a seulement 13 ans et évolue dans la musique. Auprès de son frère aîné Sandali Diabaté, la petite artiste en herbe a préféré la musique pour s'exprimer. Son champ d'action, dénoncer l'exploitation des enfants dans la société et sensibiliser les parents sur l'importance de la scolarisation de la petite fille. Les enfants ont droit à l'éducation, les enfants ont droit à la nourriture, les enfants ont droit à l'encadrement, ils ont droit à la santé, car ils sont l'avenir d'une nation. Je chante pour dénoncer l'exploitation des enfants, parce que les enfants, on a besoin d'aller à l'école, on a besoin d'être scolarisés et les parents n'assument pas. Les enfants sont à la rue, les enfants sont l'avenir d'une nation. En classe de 8e année, Guétenen Diabaté parvient à concilier études et activités musicales. Issue d'une famille griotte, la petite Diabaté caresse le rêve d'une artiste de grande renommée. En attendant la sortie officielle de son premier album, Dédé la Benjamin a déjà 3 tubes en réserve. Du lundi au vendredi, je pars à l'école. Quand il y a la révision, du lundi jusqu'au mercredi à la révision, je pars à la révision. Après du samedi au dimanche, je viens au studio. Puis je chante un morceau comme ça. Puis mon frère arrange et puis on part à la maison. À travers les concerts, Diabaté est aujourd'hui un espoir au sein de sa famille. Avec les recettes amassées dans les cérémonies, Guétenen assure les frais de sa scolarité et assiste financièrement ses parents. Elle a une grande importance pour la famille parce qu'à travers ses concerts, on peut arriver à payer ses écoles, ses fournitures, ses habillements. Bon, des fois, quand elle fait des concerts ou des cérémonies de mariage, elle peut envoyer des enveloppes symboliques à la maman, ainsi de suite. Aujourd'hui, le papa est décédé. Pratiquement, c'est elle qui assure plein de choses dans la famille. Comme Guétenen Diabaté, beaucoup d'autres enfants évoluent dans la musique. Parmi eux, on peut citer Balamoussa et son petit frère du groupe Binedi Record, ou encore Marie Fak. Des enfants dont l'âge varie souvent entre 8 et 15 ans.
À ce jour, il s'étaille une place importante dans le paysage culturel guinéen. Dans l'actualité encore, les travaux de réhabilitation du mini-stade de l'université de Zérékoré ont été lancés ce lundi. Ce projet d'aménagement du terrain de foot est géré par la faculté des sciences de l'environnement à travers le département génie informatique. L'initiative vise à améliorer les conditions de travail et de vie des étudiants. Mohamed Saleh Oupaye, Mohamed Lamine Diallo, lancé Kamisoko. Après l'aménagement des espaces verts, le recteur de l'université de Zérékoré lance les travaux de réhabilitation du mini-stade estudiantin. Le décapage et le compactage du terrain constituent les premières opérations d'entretien qui permettront au finish de s'aimer le gazon pour une amélioration des conditions d'études et de vie des étudiants. Nous avons envisagé de créer un cadre convivial à tous les étudiants. Dans ce contexte, le mini-stade que nous avons devait être réhabilité, modernisé. Donc nous avons pris l'initiative d'engager ces travaux. Pour mieux valoriser les ressources internes, le département génie de l'environnement est chargé d'exécuter les travaux dans un délai d'1 mois. La mise du gazon sur la pelouse du stade de notre université est d'une nécessité absolue, car une boue en période hivernale qui laisse place à la poussière pendant la saison sèche, d'où la nécessité de mettre le gazon afin de limiter les effets néfastes de la poussière. Le terrain n'est pas plat et c'est la cause des difficultés aux équipes lors des rencontres. Aplanir le terrain s'avère donc une nécessité pour empêcher que les eaux de ruissellement entraînent aussi le gazon lors des travaux. Les étudiants apprécient cet engagement dans l'amélioration du climat de travail. Je suis très contente pour cette initiative que le recteur de l'université vient de faire. Nous les étudiantes, nous sommes très contentes par rapport à cela, car c'est une belle initiative. En tant qu'étudiants, surtout de la faculté des sciences de l'environnement, nous apprécions ces genres de travail. Ce projet, premier du genre, après sa réalisation avec sa nouvelle pelouse, devrait permettre d'abriter les grandes compétitions de la région forestière, mais aussi le bon déroulement du tournoi interdépartement de l'université de Zérékoré. Demain, 17 juin, sera célébrée la journée internationale de lutte contre la désertification. Cette journée est souvent mise à profit pour montrer la menace liée à la sécurité alimentaire à travers la dégradation des terres. La déclaration du secrétaire général du ministère de l'Environnement est commentée par Mamadou Alpha Baldé et Diamant Kaba. La désertification et la sécheresse font partie des principales menaces pour la sécurité alimentaire mondiale. Partout, la dégradation des terres inquiète et interpelle les décideurs et autres acteurs sociaux. Comme chaque 17 juin depuis 1994, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre la désertification. Cette année, le contexte est encore particulier. La crise de la pandémie du Covid-19 nous a montré suffisamment à quel point nous dépendons non seulement les uns des autres, mais aussi des autres espèces, ainsi que de la nature pour assurer notre santé et maintenir nos systèmes alimentaires et moyens de subsistance. Nous devons donc tous comprendre que la dégradation des terres a une incidence sur la vie de près de la moitié de la population mondiale. Pendant que celle-ci continue de croître, les besoins en terre destinés à la production d'aliments, de fourrage pour les animaux et de fibres pour la fabrication de vêtements ne cessent non plus d'augmenter dans le monde entier. Cette année, l'accent est mis sur les capacités de production et la consommation de plus en plus croissantes à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, la promotion d'une agriculture écologique pourrait sauver environ 240 millions d'hectares de terre. La journée mondiale de lutte contre la désertification est une occasion de montrer que les terres font partie des solutions permettant de maintenir les engagements pris au titre des objectifs de développement durable et que leur restauration et la mise en place de solutions axées sur la nature à grande échelle procurent de multiples avantages. Pour contenir la dégradation des terres et la sahélisation qui menace déjà certaines parties du pays, la Guinée entend restaurer 150 000 hectares de superficie de forêt.
soit 10 000 hectares reboisés chaque année. OMVG, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, s'achemine vers la concrétisation de son projet Énergie en Guinée. Elle vient d'offrir des équipements à ses partenaires de terrain, notamment à la direction des eaux et forêts, afin de suivre les opérations de reboisement dans les zones concernées. Explication avec Nabi Kamara. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie dote les sections des eaux et forêts de Boké, Mamoun, Labé et Kindia en outils informatiques et matériel roulant. C'est pour leur permettre de suivre la mise en œuvre du protocole forestier pour l'atténuation des impacts négatifs de la ligne d'interconnexion du projet Énergie de l'OMVG sur les formations forestières en Guinée. C'est ces bons rapports qui ont été établis, pas par nous, depuis le sommet, par l'OMVG et le ministère de l'Environnement, donc des eaux et forêts. C'est au résultat de cette rencontre, c'est-à-dire de ce protocole d'accord, qu'une ONG a été recrutée qu'on a appelée APENIL, association, parce qu'il y a un problème de reboisement qui va être fait sur le terrain par rapport à tout ce qui a été dégradé au nom de la ligne d'interconnexion. Les outils qu'on a envoyés sont eux qui vont suivre toutes les activités sur le terrain, ce sont eux qui vont évaluer les activités sur le terrain. Donc il faut renforcer la capacité au niveau des sections et les appuyer avec les outils de travail. En plus de ces équipements, les cadres des sections des eaux et forêts bénéficiaires et 40 élus locaux ainsi que 15 pépiniéristes évoluant dans ces préfectures ont reçu des formations en technique de mise en place des pépinières, le géoréférencement des zones à reboiser et les forêts qui seront mises en défense. Une véritable préparation des acteurs pour la réussite du projet Énergie de l'OMVG, notamment la réalisation de l'interconnexion. C'est une journée de grande joie pour nous aujourd'hui de recevoir les matériels concernant la mise en œuvre du projet de reboisement compensatoire de la ligne interconnexion de l'OMVG à Kindia. Ces matériels reçus vont nous faciliter le travail sur le terrain et surtout dans le cadre du suivi. En guise de contribution à la lutte contre le Covid-19 dans notre pays, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, à travers l'ONG AFENIL, a offert des kits à ses différents acteurs. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce journal. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Continuez à respecter les gestes barrières pour bouter cette maladie hors de nos frontières. À demain, si Dieu le veut bien. Au revoir.